Alors aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre méditation et douleur, et comment la méditation pourrait soulager la douleur. Donc le premier point surtout qu'on va évoquer avec vous, c'est la notion de comment la pleine conscience peut agir sur la douleur, en particulier sur les facteurs mentaux de la douleur, ce qu'on appelle parfois la seconde flèche de la douleur. On va vous présenter ça après. Après, je vais vous montrer qu'aussi que ça peut agir pas seulement sur les facteurs mentaux, mais aussi sur les facteurs physiques de la douleur, même si c'est encore plus spéculatif et plus indirect. Et finalement, je terminerai par évoquer comment il existe d'autres techniques de méditation, comme la méditation sur la bienveillance et la compassion, peuvent aussi agir sur la douleur, notamment en recontextualisant l'expérience de la douleur, en lui donnant plus de sens. Alors, comment définir la douleur? Là, c'est la définition scientifique de la douleur. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, motivée par une lésion tissulaire ou potentielle, ou décrite en termes d'une telle lésion. Ce qui émerge en fait de cette littérature en neurosciences de la douleur, c'est qu'il existe plusieurs mécanismes par lesquels nous sommes capables de réguler la douleur. Il y a plusieurs stratégies pour réguler. Lorsqu'une personne ordinaire, sans instruction, c'est-à-dire sans pratique de méditation, est touchée par une sensation de douleur, elle se lamente, se plaint, et chagrine, se frappe la poitrine, et elle s'angoisse. Ce qui fait qu'elle ressent deux douleurs, la physique et la mentale. Tout comme si on devait tirer une flèche sur un homme, et juste après, lui en tirer une autre, de sorte qu'il ressentirait la douleur de deux flèches. Alors, ce que vous voyez écrit dans ce texte très ancien, c'est vraiment l'idée centrale, je pense, qui caractérise la manière dont la méditation pleine conscience peut agir sur la douleur en se focalisant surtout sur la deuxième flèche, donc la partie interprétative, psychique, mentale, qui va, sur le ressenti subjectif, qui va être associé à la sensation de la douleur. Cette vie un peu automatique de l'esprit qui reflète des habitudes que l'on a, des habitudes affectives, interprétatives, qui a une vie en soi et qui domine une grande partie de notre cognition. Par exemple, cette étude qui a été faite il y a quelques années a montré que dans plus de 30 ou 35% du temps, pendant la journée, vous passez votre temps à en fait vagabonder, vous projeter dans le futur ou bien ruminer dans le passé, au lieu d'être simplement présent, ouvert dans le moment présent. Ce qui caractérise l'activité principale de notre cerveau, c'est qu'il y a deux grandes familles de processus. Des processus qui sont rapides, souvent inconscients, automatiques, qui nous permettent d'agir au quotidien, qui sont plus facilement sensibles aux erreurs, et des phénomènes plus lents, plus conscients, qui demandent plus d'efforts, qui sont impliqués lorsque l'on doit traiter des problèmes complexes et qui demandent une plus grande flexibilité. Typiquement, si par exemple vous apprenez à conduire au début, eh bien la première fois que vous conduisez, ça va être quelque chose qui va demander beaucoup d'efforts, qui va être difficile, laborieux, lorsque vous devez coordonner la passation des vitesses avec tout en regardant les voitures autour de vous. Puis progressivement, vous apprenez à être plus automatique et vous êtes capable à la fin d'être totalement transparent pour vous et vous pouvez conduire tout en ayant une conversation avec quelqu'un. Alors ce que ça traduit, c'est que votre cerveau est capable d'automatiser des processus et ça libère en fait des ressources attentionnelles pour que vous puissiez faire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un avantage très fort. Donc on voit que différents types d'habitudes mentales peuvent comme ça nous servir, mais aussi parfois nous asservir. Et pour comprendre comment ça fonctionne, eh bien, dans le cerveau, en fait, c'est l'accès en fait, à la conscience et à l'attention peut être compris comme un phénomène de compétition. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait la méditation en pleine conscience? Titi va vous en parler dans un instant. Mais on peut dire que dans sa forme la plus simple, il va arriver à trouver des moyens de contrôler ce singe fou. Et ce qui contrôle en fait ce mode en fait un peu automatique, souvent c'est un mode qui est orienté vers le faire.
vous allez quelque part choisir qu'est-ce qui rentre ou qu'est-ce qui accède dans votre conscience, et ce qui va vous permettre ensuite de prendre conscience des forces et des habitudes qui vont vous en sortir. Qu'est-ce qui va vous faire basculer dans ce vagabondage de l'esprit. Et dans ce petit exercice, dans ce petit va-et-vient entre ancrage en moment présent, de manière intentionnelle, et le décrochage, vous allez graduellement prendre conscience plus facilement de vos habitudes et de votre vie mentale. L'idée ne va pas être de ne pas tomber dans le mode automatique. Le mode automatique, ça serait quoi? Ce serait soit de rejeter les émotions, ou de les suivre. Au contraire, là, vous allez avoir simplement une posture d'observation neutre, présente, sans chercher à les transformer. Donc, en pleine conscience, on ne change pas les émotions, on change sa relation aux émotions. Alors, je vous propose maintenant de faire une petite pause pour faire l'expérience de cette pleine conscience. Donc, que vous soyez détendu ou pas détendu, là n'est pas le plus important. Le plus important ici, c'est la reconnaissance. Savoir que vous étiez dans la détente et savoir qu'il y avait une petite tension. C'est le plus important. D'accord? Donc, la méditation consiste à se familiariser avec cet esprit au repos, avec la reconnaissance. On peut parler de pleine conscience, de vigilance ou de conscience. Ce sont que des labels. Mais le plus important est vraiment l'expérience directe. Vous étiez détendu, ou peut-être pas, peu importe, mais il y avait cet état cognitif, n'est-ce pas? Vous saviez l'état dans lequel vous étiez. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie dans la méditation de développer. On se familiarise avec ce potentiel que l'on a, c'est cet état conscient. Et on amène cet état dans notre quotidien. On essaie d'être le plus conscient possible. La notion de pleine conscience et de méditation en général renvoie donc à l'idée que l'esprit et la vie peut changer et peut se transformer. Et ça renvoie à une notion forte en neurosciences de neuroplasticité, qui est l'idée que même lorsque vous êtes un adulte, même une personne âgée, vous pouvez encore apprendre des choses, vous transformer et modifier certains traits, potentiellement certains traits qui étaient, vous pensez comme des traits de personnalité, potentiellement ça pourrait aussi être changé. Donc, 3 mois de méditation sur la pleine conscience, puis de 3 mois de méditation sur la bienveillance et la compassion, et 3 mois sur un autre type de méditation, on peut détecter dans le cerveau des changements anatomiques, dans la densité de matière grise, dans des réseaux qui sous-tendent certaines des fonctions associées au contrôle de l'attention, comme vous voyez en jaune ici, les parties plutôt préfrontales, ou dans les contrôles de l'empathie ou de la régulation des émotions, notamment l'insula, la jonction, ou la contrôle de la mise en perspective de la capacité de se mettre à la place de l'autre, comme la jonction temporopariétale. Donc maintenant, on a pu démontrer en neurosciences, en imagerie, que l'entraînement à la méditation peut impacter votre cerveau. Alors maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement de comment la méditation pourrait, en pratique de pleine conscience, pourrait impacter la douleur. Et je vais rentrer plutôt dans le détail ici de 2 études qu'on a faites, donc une qui est en cours. Donc on a fait venir des experts en méditation, des gens qui ont fait au moins 10 000 heures de méditation formelle dans leur vie. Alors, pour vous donner une idée, ça correspond que si vous méditez tous les jours 8 heures par jour, il vous faudra environ 3 ans pour y arriver. Et c'est ce que font souvent des gens qui font des retraites de 3 ans. Ils se retirent de la vie pendant 3 ans pour méditer. Et on a ensuite comparé ça à des novices qui étaient appariés en âge, en genre et en termes d'éducation. Et on s'intéressait à une forme particulière de pleine conscience, qu'on appelle la présence ouverte, qui est pratiquée dans le bouddhisme tibétain. Et donc Mathieu Requin, qui était participé à cette étude, nous a écrit une petite instruction pour les novices, qui peut-être vous semblera maintenant déjà familière. Donc il s'agissait de générer un état d'ouverture totale dans lequel l'esprit est vaste comme le ciel. Maintenez une conscience claire et une présence ouverte sur l'espace environnement. L'esprit est calme et détendu, non concentré sur quelque chose de particulier, mais totalement présent, clair
vif et transparent. Lorsque des pensées surgissent, laissez-les simplement traverser votre esprit sans y laisser aucune trace. Lorsque vous percevez des bruits, des images, des goûts ou d'autres sensations, laissez-les telles quelles, sans s'y engager ni les rejeter. Considérez qu'ils ne peuvent pas affecter l'équanimité sereine de votre esprit. Effectivement, ce qu'on a pu montrer, c'est que les experts en méditation dans cet état rapportaient une souffrance moindre, mais une perception sensorielle égale pendant la méditation de pleine conscience. Et ce qu'on a vu, c'est que chez les novices, eh bien, lorsqu'on leur disait qu'ils allaient recevoir quelque chose de douloureux, enfin que la simulation allait commencer, on voyait déjà à l'avance une activation d'anticipation dans cette région qui précédait l'activation elle-même de la douleur et qui, par contre, durait beaucoup plus longtemps une fois que la douleur avait cessé. Par contre, chez les experts, on voyait qu'il n'y avait pas cette anticipation dans cette région-là, pas l'activation anticipatrice, mais par contre une réponse très, très rapide, très phasique à la douleur et une baisse beaucoup plus rapide juste après la stimulation. Aux États-Unis, par exemple, presque 600 milliards par an liés à ça. Il y a de nombreuses comorbidités associées à la douleur chronique, dépression, anxiété, cortisol, diabète, etc. Et c'est difficile à traiter, et c'est notamment, comme vous le savez, probablement une des causes aussi de l'épidémie, un petit peu de l'addiction aux opioïdes aux États-Unis. Donc MBSR, c'est Mindfulness Based Stress Reduction, programme pour la réduction du stress basé sur la pleine conscience. Et c'était donc fait par John Kabat-Zinn, qui était un chercheur au MIT, un biologiste, qui se fait lui-même un type personnel du yoga et de la méditation, et qui était intéressé par ça. Et il a mis au point ce programme de pleine conscience avec la visée sur un auto-entraînement au mieux-être pour les patients. Ce qui était vraiment la force du programme, c'était très très structuré. Ça a été bien très clairement limité, c'est sur 8 semaines, en groupe, et ça ne visait pas à être une alternative à la prise en charge classique, mais c'était plutôt d'aider les patients. Donc c'est pas quelque chose qui cherchait à se focaliser sur les symptômes, mais c'était plutôt aider les gens simplement à mieux être, se focaliser plutôt sur cette capacité naturelle qu'on a évoquée ici, de pouvoir prendre soin de soi, prendre conscience de soi, s'observer, et de développer plutôt cette capacité plutôt que de se focaliser sur les symptômes. Par contre, ce qui est assez consistant à travers toutes ces études, donc les 38 essais randomisés cliniques, c'est qu'il y a un effet sur l'affect, sur le ressenti, notamment un effet sur la dépression, la qualité de vie mentale, qui semble être beaucoup plus fiable. Donc la recommandation de ces chercheurs de cette méta-analyse récente, c'est que ça semble prometteur, il faudrait qu'il y ait plus d'essais randomisés cliniques qui soient mieux conçus et plus rigoureux pour vraiment être inclusifs. Mais je pense que c'est possible de dire que la pleine conscience et la méditation pourraient aussi avoir un impact sur la première flèche de la douleur. Pourquoi ? Parce que il y a vraiment de très bonnes données empiriques qui montrent que la méditation a un impact sur la santé physique, notamment via la régulation du stress et de l'inflammation. C'est un effet protecteur sur de très nombreux marqueurs du stress, sur le système immunitaire, sur notamment l'expression génétique, voire épigénétique, comme ça a été récemment montré. Et lorsqu'on considère les théories plus récentes de ce qu'on appelle la neuropsychoimmunologie, où on voit qu'il y a une interaction entre le système nerveux, le système immunitaire et le système endocrine, et que lorsque vous avez certains déséquilibres psychiques, par exemple, on voit tout de suite un impact sur ensuite l'inflammation, les allergies, la douleur et en lien avec le système immunitaire. On peut voir que de ce point de vue, on pourrait comprendre que la méditation, si ça pourrait potentiellement avoir un impact sur cette douleur, cette première flèche de la douleur, si on considère d'un point de vue préventif que en régulant votre stress et votre anxiété et vos émotions un peu difficiles, eh bien ça peut avoir un effet régulateur sur toute une cascade de processus impliqués dans le stress et l'inflammation qui pourrait en fait être la cause ou favoriser certaines
certaines maladies. Et je vais terminer simplement un petit peu pour, en guise d'ouverture, hein, plus que de manière vraiment empirique, pour vous expliquer qu'on peut voir que la méditation, les techniques de méditation pourraient agir sur la douleur par d'autres voies. Lorsque vous arrivez à intégrer dans votre expérience l'autre et la relation en l'autre et l'interdépendance que vous avez avec les autres, ça a une capacité finalement à vous décentrer davantage par rapport à votre propre douleur, votre propre problème, et ça peut contextualiser différemment votre expérience et lui donner une dimension universelle, une dimension partagée et un décentrage qui pourrait être une voie pour régler la douleur. Donc ça, c'est une voie que je pense qui serait très intéressante. Et j'ai terminé on a fait une étude pilote sur justement ce qui est intéressant avec des experts comme Mathieu Ricard, encore, on avait étudié la réponse des états de compassion en fait. Et il y a une littérature maintenant qui dit sur comment est-ce que la méditation, sur la méditation de la compassion et quelles sont les bases neurophysiologiques qui sont appliquées avec ces états d'empathie. Et sans grande surprise, on trouve encore une fois que les mêmes réseaux de la douleur, notamment l'insula, est impliqué aussi dans l'empathie lorsque vous raisonnez avec la souffrance des autres. Et quand on fait la méditation de la compassion, dans un premier temps, il est très important de calmer l'esprit, pacifier l'esprit. Et là, on commence à inclure dans notre méditation une personne, peut-être notre propre souffrance et la souffrance d'autrui. Et ça nous permet vraiment de sortir de notre bon coup et de notre isolement.